un petit mot introductif. Bonsoir à toutes et tous. Donc, ravi de vous retrouver pour notre premier entretien d'égal 2026. Donc, j'en profite bien sûr pour vous souhaiter le meilleur pour vous et vos familles. On se dit chaque année que la conjoncture n'est pas terrible, mais vous mettez les points de suspension où vous voulez. Je suppose que vous avez reçu notre carte de vœux pour 2026, vous souhaitant une année de liberté, d'égalité et de fraternité. J'en profite pour remercier France, parce que comme je ne suis pas très douée, heureusement qu'il y en a une qui sait faire. Et cette année, nous avons choisi une phrase de Nelson Mandela: l'éducation est l'arme la plus puissante que vous pouvez utiliser pour changer le monde. Donc ce soir, nous recevons Sandra Forgue et je la remercie. Certains connaissent peut-être Wilfried Forgue, champion olympique de canoë avec son coéquipier Frank Addison. C'est l'aboutissement de son rêve sportif, mais au niveau personnel, ce n'est pas celui-là. C'est assumer le fait de devenir une femme. Donc ce soir, Sandra, puisque c'est le nom que tu as choisi, tu vas nous expliquer le chemin de cette transition. Ma chère Sandra, j'ai lu ton livre, Un jour peut-être. C'est un témoignage courageux et émouvant qui montre le chemin jonché d'obstacles d'une démarche transidentitaire. Nous n'allons pas rentrer dans ton intimité, mais nous écouterons ce que tu veux ou peux nous dire. Comme tu le sais, tu peux parler pendant 30 minutes. Ce propos introductif sera enregistré et mis sur notre site. Et après, nous avons l'habitude, pour que les échanges soient plus libres, nous arrêtons le micro et tu réponds aux questions qui te seront posées, car je sais qu'il y en a, je t'ai déjà un peu préparé, surtout au niveau du sport. Voilà, tu es prête. Donc Maryse, que tu viens de rater, puisque Maryse, voilà, va nous rejoindre tout à l'heure. Elle était branchée, elle a été obligée de se débrancher parce qu'elle était hors lit, mais elle revient D'accord, t'écouter. parfait. Voilà Martine, donc c'est toi qui es maîtresse des micros, donc je peux enlever le mien ou si tu le fais, je sais pas. Oui, je pense qu'il vaut mieux qu'on se débranche tous et que ce soit juste Sandra qui puisse parler. Écoutez, vraiment merci beaucoup de m'écouter ce soir. Je m'appelle donc Sandra Forgue, j'ai 56 ans et donc je n'ai pas été toujours Sandra Forgue. Je fais partie de cette infime partie de la population qui est aujourd'hui définie comme transgenre, c'est-à-dire un phénomène qu'on s'explique pas, toujours pas d'ailleurs, hein, ni scientifiquement, ni sociologiquement, mais qui, dans les différentes études, remonte à l'Antiquité. On a des traces de personnes transgenres qui avaient des comportements transgenres, mais à l'époque, on ne parlait pas de tout ça. Quand je parle de l'époque, en fait, c'est très récent, puisque en fait, la transidentité n'a été dépénalisée au niveau médical que depuis l'OMS, c'est 2020, donc c'est tout récent. En France, globalement, c'est dans les alentours de 2010 qu'on a sorti la transidentité, ce qu'on appelait à l'époque le transsexualisme, des maladies mentales. Voilà. Donc, fut un temps où j'aurais été une malade mentale. Alors, malade mentale, ça a quand même une signification parce que ça veut dire que vous n'êtes plus maître de vos décisions. Vous avez une altération de la réalité, ce qui fait que on est là pour vous aider, pour vous soigner, on est là pour vous empêcher de souffrir, mais on n'est pas là pour vous laisser vivre. Voilà, ça a été donc un long combat pendant des décennies pour des personnes de se faire reconnaître non malade mentale. Personnellement, je n'ai pas tant la sensation d'être une malade mentale. J'ai plutôt les pieds sur terre. D'ailleurs, je suis plutôt une scientifique cartésienne euh, qui est, on va dire, à la capacité de réflexion, capacité d'analyse, capacité de faire d'abstraction. Mais j'avais cette chose incroyable dès la tendre enfance, hein, vers 6 7 ans, de ressentir un malaise, de ne pas comprendre pourquoi je n'étais pas une fille.
Et pendant très très longtemps, j'ai cru que j'étais la seule personne au monde à vivre ça, puisqu'il y avait très peu de documentation là-dessus. Les seules choses qu'on pouvait rencontrer, c'était dans des magazines de sexe. On pouvait parfois voir des personnes mi-anges, mi-démons. Voilà, il y avait toujours un côté mystique ou terrible ou sorcière à des personnages qui pouvaient arborer l'intersexuation d'ailleurs, hein, puisqu'il y avait une confusion totale entre l'intersexuation et la transidentité ou transsexualisme. Et bien, bref, c'était, on va dire, une tranche de population, comme il y en a toujours eu, exotique, pas sérieuse, et donc on les retrouve dans les cabarets ou en démonstration, hein, comme on démontrait à l'époque des personnes qui étaient lourdement handicapées, on les montrait en spectacle, donc on montrait en spectacle les personnes transidentitaires. Et pour vivre et survivre, ces personnes-là, elles devaient soit se prostituer, soit faire du spectacle, mais en tout cas, la vie ordinaire leur était interdite. On peut faire un parallèle avec la femme, hein, la condition féminine, hein, c'est-à-dire que la femme seule, isolée, veuve, qui ne retrouvait pas un mari, était tout bonnement une sorcière, était tout bonnement quelqu'un qui était hors de la société. Il faut pas remonter au Moyen Âge, hein. Il y a encore des sociétés actuellement où c'est encore le cas. Donc, on peut voir que l'acculturation à ce qu'est l'être humain au sens large et à ce qu'il peut représenter, cette diversité, c'est quelque chose qui est très, très récent dans l'Occident. Il faut voir qu'il y a des sociétés qui, malheureusement, que l'Occident a éliminées ou quasiment éliminées et qui ont montré des capacités d'acceptation des différences. Alors, les Amérindiens étaient très avancés là-dessus, hein. Il y avait 5 genres chez les Amérindiens. Dans les pays asiatiques et notamment dans le bouddhisme, il y avait une tradition qui était celle des personnes qui étaient réincarnées en hommes alors que c'était des femmes. Et on verra que ça a une certaine importance sur l'avancée des chirurgiens en Thaïlande et dans ces pays asiatiques. Et ensuite, dans les pays africains, certains pays africains, il pouvait y avoir, pareil, une forme de magie à ces choses-là. Ce qui est extraordinaire, c'est que ça perdure. Et typiquement, quand je suis intervenu dans un colloque des médias africains, il y en a un jour, il y en a un dans ce colloque, il ne pouvait pas me parler en direct. Il était obligé de parler à une autre personne qui me parlait pour poser des questions. Il ne pouvait pas me poser la question en direct, parce que sinon il allait être marabouté. Voilà. Donc voilà, c'était en 2022. Hein. On ne parle pas du Moyen Âge. Voilà. Donc, on va dire que la perception moderne de l'être humain, tel qu'on le définit aujourd'hui par les scientifiques qui ont essayé de définir ce qu'était un être humain, plus légèrement un mammifère, parce que dans la classification, on va dire, du vivant, on est quand même des mammifères, donc ils ont essayé de faire des analogies avec les mammifères. Ils se sont aperçus qu'il y avait une analogie très très forte au demeurant, puisque des comportements homosexuels, des comportements transidentitaires existent, les intersexuations existent, les albinos existent, les différences de couleur, de forme, et les biologistes ont démontré que c'était la diversité qui faisait la capacité à une espèce à perdurer. Les espèces qui sont gardées dans un côté monolithique dans l'évolution ont quasiment toutes disparu. Donc, ces diversités permettent à des génomes d'évoluer et parfois, d'une façon un peu excentrique, va faire quelque chose qui ne sera pas d'ailleurs reproductible. Beaucoup de personnes intersexuées ne sont pas reproductibles. Voilà. Donc, pendant très longtemps, on a essayé de classifier l'être humain, enfin, on l'a classifié en 2 genres, hein, 2 sexes en fait, homme, femme, liés à la reproduction. Donc, on sait que si on veut faire perdurer l'espèce humaine, il faut des gamètes de sexe féminin, il faut des gamètes de sexe masculin, et puis il faut interagir tout ça avec une gestation, voilà, le cycle de la vie. Mais globalement, ce cycle biologique, il est quand même marquant. On ne peut pas l'effacer. Aujourd'hui,
tout ce qui tendrait à dire on efface le sexe biologique au bénéfice d'un genre polyforme n'a pas de sens non plus. Parce que tout simplement, ce cycle biologique, il est prégnant et c'est lui qui permet à l'espèce de perdurer. Donc, l'idée n'est pas d'essayer, les sociologues n'ont pas essayé de bousculer, on va dire, les connaissances pour les effacer vis-à-vis d'autres connaissances. Ils ont essayé de faire une synthèse. La synthèse aujourd'hui donne ceci. Globalement, en 3 dimensions plus une, on peut définir n'importe quel humain sur Terre. Chacun d'entre vous. Ces 3 dimensions, il y a le sexe biologique, avec d'un côté le sexe féminin, d'un autre côté le sexe masculin, enfin, décrit féminin, décrit masculin, et puis une intersexuation au milieu, liée à des facteurs divers et variés. On retrouve des problématiques chromosomiques, avec 3X, 1Y, 2X, 2Y, enfin, toute une panoplie de possibilités. On va retrouver aussi des problématiques hormonaux, avec des ovaires polykystiques qui vont créer des différences hormonales telles que il peut y avoir une sursécrétion hormonale, pareil sur certaines glandes qui vont faire ça. Vous pouvez avoir des atrophies qui vont faire aussi que le génome masculin ne va pas pouvoir se développer, des récepteurs hormonaux qui n'existent pas, voilà. Plein de phénomènes qui vont faire que on va pas fabriquer un homme, on va pas fabriquer une femme au sens où on l'entend. Ensuite, vous avez une deuxième dimension qui est ce qu'on appelle l'identité de genre, c'est-à-dire ce qu'on ressent au fond de soi, c'est-à-dire qui est très intimement lié à la construction du cerveau. Le cerveau, on le sait, homme et femme n'est pas câblé de la même manière. Ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas faire la même chose, comme on a longtemps voulu faire croire. Il est capable de faire la même chose, mais il ne va pas le faire de la même manière. Ce sont des biologistes, éminents biologistes qui ont démontré, et ça dans toutes les espèces, et chez les mammifères, qui créent aussi une complémentarité. Voilà, hein, qu'il faut pas nier, la complémentarité de l'homme et de la femme, qui va amener à un équilibre qui va faire perdurer l'espèce, puisque de toute manière, tout va dans le sens de l'évolution, dans l'idée de perdurer une espèce. Et donc, et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des erreurs parfois, mais c'est quand même le cas. Et donc, cette complémentarité fait que les deux cerveaux sont câblés différents. Et les biologistes aujourd'hui, avec les nouvelles technologies d'imagerie mentale, enfin, toutes les technologies modernes de l'étude du cerveau ont montré, au travers d'abord de statistiques, parce qu'on peut toujours faire des études, mais si la statistique ne va pas dans le sens de l'étude, bon, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Mais les statistiques ont montré effectivement que les femmes trans, donc les femmes transgenres, réagissaient aux mêmes inputs dans le cerveau que les femmes cisgenres. Alors transgenres, c'est personnes qui sont pas d'accord avec le sexe qui a été assigné à naissance, qui dure 10 minutes, on regarde, il y a une vulve, il y a une verge, bon voilà, femme, homme, ça va très vite. Donc maintenant, ça prend beaucoup plus de temps quand même, il y a beaucoup plus ils prennent un peu plus de temps à vérifier qu'il n'y ait pas de dimorphisme sexuel, mais globalement, c'est quand même assez rapide. Et donc, dans cette construction du cerveau, ils se sont aperçus que les hommes trans et les hommes cisgenres, donc cisgenre qui veut dire en accord avec le sexe assigné à la naissance, le genre assigné à la naissance, réagissaient de la même manière. Et donc, ils ont demandé à des biologistes d'essayer de savoir pourquoi, si physiologiquement, il y avait une connexion qui se faisait entre ces statistiques. Et effectivement, il y a une équipe biologiste belge, américaine, qui se sont un peu tous regroupés là-dessus. C'est les personnes qu'on a auditionnées, puisque j'ai fait partie, je ne l'ai pas dit, j'ai fait partie d'une commission ministérielle pendant 1 an pour l'étude des personnes trans dans le sport de haut niveau, à l'INSEP, à Paris. Donc, pendant 1 an, on a planché sur tous ces sujets en auditionnant le plus grand spécialiste du monde. Et on a fait un rapport qu'on a rendu à la ministre, dont on pourra parler tout à l'heure. Donc, cette étude a permis quand même de montrer au niveau de ces biologistes
qu'ils arrivent notamment chez les souris à faire des inversions de cerveau. C'est-à-dire, suivant certains dosages hormonaux, inversions hormonales de la mère au moment de la gestation, ils arrivaient à démontrer deux choses. D'abord, c'est que quand le cerveau part dans une connexion dans un sens, il ne s'arrête jamais. Quand il commence à être câblé femme, il ira câblé femme jusqu'à la fin. Quand il commence à être câblé homme, il ira câblé homme jusqu'à la fin. Alors, il n'y a pas une frontière, évidemment, on sait qu'il n'y a jamais une frontière très nette, il y a des grandes tendances avec des connexions un peu médianes, mais globalement, ça se perd comme ça. Ils ont réussi à inverser les cerveaux à la création, mais ils n'arrivent pas à déterminer les facteurs permanents, c'est-à-dire, ils essayent quelque chose, ça marche, ils le réessayent, ça marche pas, ainsi de suite. Donc, ils savent que ça tourne autour de ça. Derrière, rien n'a pu réinverser quoi que ce soit. Donc voilà. Alors, j'ai un peu dévié déjà là-dessus parce que la troisième dimension de l'identité de genre, donc se ressent au fond de soi-même et qui est liée à la construction du cerveau. Il y a une troisième dimension qui est, alors du coup, deuxième dimension qui serait, on va garder quand même le conditionnel, qui serait quand même très liée à l'aspect biologique. Et puis il y a une troisième dimension qu'on appelle l'expression de genre, et qui, elle, est très fortement liée à l'éducation et au monde social. Donc, quand il y avait ce fameux combat, la transidentité, c'est que biologique, la transidentité, ça n'est que social, c'est que la théorie du genre, en fait, tout ce qu'on a pu entendre de stupide par des gens qui se disaient sachants en répétant mécaniquement des sophismes, aujourd'hui, on sait que la construction de l'expression de genre va se faire liée à ce qui se fait au temps T, hein, c'est-à-dire que si vous vouliez être un homme viril, puissant à la Renaissance, il fallait une perruque, être maquillé, des boucles d'oreilles et des vêtements amples. Voilà, c'est plus du tout ce qu'on attend d'un rugbyman en entrée du stade qui va montrer une forme de virilité. Voilà, à un moment donné, il fallait que les hommes soient poilus comme des ours. Aujourd'hui, les sportifs de haut niveau, ils sont tous rasés, ils sont imberbes, ils ont des muscles qui explosent. Voilà. On va dire qu'il y a des effets de mode de société et il y a une adaptation de ces ressentis par rapport à ces effets de mode. Donc, il y a un apprentissage qui se fait là et la volonté de transgresser ou pas de transgresser ou de montrer des signes de ce que l'on est réellement, c'est l'expression de genre. Drag Race, les drag queens, les spectacles, tout ça, c'est de l'expression de genre. Ça ne veut pas dire que les personnes ne sont pas transidentitaires non plus, mais ils sont expression de genre. J'ai rencontré des personnes qui étaient dans ces trois dimensions totalement avec des oppositions. Alors, si vous voulez, ces trois dimensions vont faire un pavé. Hein, si vous regardez un peu dans l'espace, trois dimensions finies entre des hommes-femmes d'un côté, dans des dimensions finies, ça fait un pavé. Et chacun d'entre vous, vous pouvez vous situer dans un pavé parce qu'en fait, il y a une continuité, il n'y a pas de frontière. Donc, vous pouvez avoir quelqu'un qui est de sexe homme, c'est-à-dire avec toutes les impulsions de la testostérone qui a provoqué la construction métabolique d'un homme, sans disruption, parce qu'il y a parfois les premières phases sont là, puis à l'adolescence, il y a pas ce qu'il faut, donc ça se crée pas. Bon, on prend le cas idéal où tout se passe très bien et ça crée un homme tel qu'on le définit. Au départ, je rappelle que dans l'embryon, il y a quelques semaines dans lesquelles l'embryon est quand même est le même. C'est qu'au bout de 3 semaines, 4 semaines, que le cerveau commence à se développer, commence à y avoir des différenciations, mais au départ, on est la même chose. Ce qui fait que on garde en soi forcément des aspects biologiques de l'autre sexe. Typiquement, quand moi j'ai pris des hormones, j'ai les seins qui ont poussé, même à 46 ans. Vous avez, il y a plein de facteurs comme ça, la peau qui devient très douce, la pilosité qui change complètement, répartition de graisse, et ça se fait naturellement. Bon, après, il y a des choses acquises dans le squelette, on va pas, les os ne se réduisent pas, donc effectivement, il va y avoir une problématique. Donc la transition, on verra, va demander des opérations, enfin un soutien, un support, ça c'est sûr.
si on veut un résultat dans l'image qu'on se fait aujourd'hui d'un homme, d'une femme, et qui est très personnel finalement. Donc ces 3 dimensions, aujourd'hui, permettent d'accepter tout le monde. Voilà. Et tout ce qui va être, par exemple, ce qu'on va appeler les non-binaires, les personnes non-binaires. Dans les personnes non-binaires, aujourd'hui, qui sont pas des personnes transidentitaires, hein, où il peut avoir une caractéristique de transidentitaire, mais ce sont surtout des personnes qui, aujourd'hui, sont en questionnement sur un certain nombre de ces dimensions, et surtout sur l'expression de genre, au final. À l'adolescence, on va rencontrer des personnes non binaires dans la partie identité de genre, mais on l'a tous rencontré, on l'a tous ressenti. Qu'est-ce qu'on est finalement, et ainsi de suite. On va retrouver aussi des femmes dans l'expression de genre qui refusent la place de la femme dans la société, qui refusent la minimisation de la femme dans la société, et donc disent non, mais moi je suis pas une femme, je suis pas une femme. Voilà. Mais elles n'ont pas de problème avec leur féminité. Elles ont un problème avec l'image de la femme, donc avec l'expression de genre d'une femme. Le fait de devoir se raser, de devoir de s'épiler, d'enlever, voilà, elles vont le refuser, parce qu'elles disent, mais attendez, la nature ne nous fait pas comme ça, c'est la société, moi je suis pas de société, ainsi de suite. Donc on tombe sur beaucoup de personnes qui dans la tranche adolescence, adulte initiale, sont un peu dans la rébellion et vont donc pousser ça. On n'est pas dans la transidentité. Transidentité, les personnes qui sont vraiment transgenres, c'est des personnes qui vraiment ont très sûrement, et moi ça me parle, une inversion. Moi j'ai un cerveau de femme dans la tête, et donc je me ressens étant vraiment comme une femme. Alors là on me demande ce que c'est la non-binarité. La non-binarité, c'est quelque chose qu'on entend dans des gens, des associations, définissent des personnes qui disent je ne veux pas me cantonner à être une femme ou à être un homme. Puisqu'on a vu que finalement c'était un pavé, on pouvait être un peu dans ce pavé avec un sexe biologique, une identité de genre, une expression de genre. Suivant ce que l'on définit, nous on va être un point fixe. Des personnes disent non, mais moi il y a des jours je me sens femme, j'ai envie d'être une femme dans la société, puis le lendemain j'ai envie d'être un homme. Bon voilà. La manière de le dire est très confuse en fait. Pour des gens qui sont binaires, c'est-à-dire qui se sentent hommes ou femmes et qui considèrent qu'il y a des hommes et femmes en face et vice-versa, c'est incompréhensible. Et pour des gens qui sont en questionnement, eh ben, c'est des personnes, comme je l'ai dit, qui disent moi, je suis ni homme ni femme. Voilà. Donc, quelqu'un qui va avoir, par exemple, une dysphorie entre son identité de genre et son expression de genre va définir moi, je suis en identité de femme, je suis identitaire, par exemple, je suis dans mon identité de genre femme, j'ai une expression de genre qui est homme, parce que je veux pas être une femme de la société, mais dans mes papiers, elle va dire, bon, mais moi, je suis non-binaire, voilà, je suis ni homme ni femme, puisque j'ai une expression de genre qui est homme, et j'ai une identité de genre qui est féminine. Voilà. Et ça, c'est vraiment déroutant pour des gens qui ont l'habitude de dissocier totalement hommes et femmes. Après, moi, je connais des vraies personnes qui sont, enfin, il y en a quelques-unes, mais qui ont été déboutées, hein, puisque bon, en Allemagne, il y a le genre neutre, en France, il n'y est pas, mais il y a des personnes intersexes, c'est-à-dire qui ont 2X, 2Y dans leurs chromosomes, et qui ont des caractéristiques sexuelles mixtes, qui ont des identités de genre assez médianes, finalement, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas être en lutte contre leur masculinité ou en lutte contre leur féminité, souvent stériles, mais voilà, ces gens-là sont au milieu du spectre. Et on leur dit non, il faut que tu choisisses l'extrême d'un spectre ou l'autre extrême du spectre. Et la personne dit, mais moi je suis au milieu, donc je revendique d'être au milieu. Cette personne a été déboutée parce qu'en France, c'est pas possible. En Allemagne, ça le serait, il y a d'autres pays dans lesquels ça l'est. En France, ce n'est pas possible. Donc, on impose, parce que quand je disais qu'on impose, c'est que quand vous naissiez avec une dysphorie sexuelle de type intersexuation, vous avez le chirurgien qui corrigeait avant que la mère avoie le nourrisson, quoi. C'est-à-dire que si la personne, dans son cerveau, elle était femme,
elle était homme et que parce qu'il y avait un bout de pénis sur une vulve, on a coupé ça, ainsi de suite. Donc déjà, sûrement qu'on a fait des dégâts monstrueux sur le sexe futur, mais en plus, on a dérivé le genre de la personne qui n'était pas du tout associée à ça. Donc on sait que ça a créé des perturbations très fortes avec des gens qui se sont suicidés, qui n'ont jamais compris ce qu'on leur avait fait, qui n'avaient rien demandé. Et la France a été, pendant longtemps, a perduré dans ces pratiques, et a été condamnée par la Commission européenne récemment, hein, dans les 10 dernières années, hein, pour continuer ces pratiques-là, alors qu'aujourd'hui, on laisse évoluer la personne et en fonction de ce qu'elle devient et ce qu'elle désire, on va l'aider à être là-dedans. Mais on voit que cette volonté, on ne va pas se cacher, qui était notamment issue des pressions religieuses, hein, était de dire vous êtes un homme, vous êtes une femme, point. Voilà, vous êtes une femme soumise, vous êtes un homme puissant, point. Voilà, ça s'arrêtait à ça. Donc, voilà. L'état moderne d'une société moderne veut que ça soit un peu plus ouvert, voire beaucoup plus ouvert de la réflexion. Et donc, on se retrouve, quand vous êtes transidentitaire, ben, vous découvrez comme ça, pas du jour au lendemain, hein, c'est petit à petit, puisqu'on vous éduque en tant que garçon, donc vous devenez un garçon, vous connaissez le stéréotype d'un garçon, vous copiez ce qui est garçon. Il y a des petites filles qui jouent au cow-boy et il y a des garçons qui jouent aux poupées. C'est pas pour ça qu'ils vont devenir garçons manqués ou filles ou filles quoi. Hein. Bon voilà. Tout ça se construit petit à petit, mais sauf qu'un jour, moi à 7 ans, je comprenais pas, je priais Dieu que j'allais au catéchisme, que je me réveille avec une vue et que je sois une fille, ainsi de suite. Après, il y a l'adolescence. Et moi, toute ma vie, j'ai lutté pour me faire sortir ça de ma tête, puisque j'ai été la seule personne au monde à vivre ça. Il a fallu attendre mes 30 ans en 2000 pour comprendre qu'il y avait d'autres personnes. Il y avait même des petites associations qui s'étaient créées. Il y avait commencé à avoir Internet, donc commençait à y avoir des sites, des forums de personnes qui communiquent. Et là, je me suis aperçu que, ah ouais, non, on était très nombreux, très nombreuses. Simplement qu'on était complètement cachés, complètement dans l'ignorance. Et comme nous étions des malades mentaux, eh bien, les scientifiques se sont jamais vraiment posé la question de ça et de la normalité. Donc, en fait, tout ça est très récent. Quand enfin les scientifiques s'y sont penchés, bah, ils ont dit la vérité. Voilà, il y a une minorité de personnes qui ont des cerveaux inversés, donc qui ont des volontés que leur corps soit associé à leur cerveau. Quand on dit on n'est pas bien dans notre corps, bah, c'est que le cerveau, il attend quelque chose. Il attend notamment, moi, le jour où je n'ai plus de testostérone, ça a été paradis. Parce que la testostérone, ça vous envoie des impulsions qui vous permet d'emmagasiner une énergie très courte à un effet très fort et qui va faire la puissance de l'homme, tout simplement. Vous avez cette capacité de filtre émotionnel. Alors, un homme, il peut monter, il va descendre, mais pas 15 fois dans la journée, quoi. Le jour où j'ai plus de testostérone, vous avez un petit chaton qui léchait une bichette et vous êtes dit, mais non, mais c'est pas possible. Voilà, il y a les hormones, on voit bien que les hormones jouent un rôle très fort dans ces différences sur un même corps de base. Voilà. Donc, la transidentité, personne ne l'a choisi, comme l'homosexualité. Aujourd'hui, les biologistes sont certains qu'à la naissance, c'est fait. Voilà. Donc, faut pas essayer de corriger, faut pas essayer de, enfin, tout ça, on retrouve les mêmes symptômes que ceux qui ont voulu dévier les gauchers. Hein, vous êtes d'une génération de personnes où on forçait les personnes à écrire à droite parce que à cette époque-là, c'était une tare. Ce n'était qu'une tare, ça va. Mais dans le passé, il faut savoir que c'était une maladie et avant ça, c'était le bûcher. Hein, si un soldat, quelqu'un sortait une épée de la main gauche, c'était le diable. Il fallait le brûler. Donc, on a martyrisé les gauchers pendant des siècles. Et encore aujourd'hui, il y a des sociétés dans lesquelles c'est encore le cas. Donc, plus en France, fort heureusement. Et quand vous avez un président noir américain gaucher et qui a quand même pas fait n'importe quoi, hein, Barack Obama a quand même été un bon président.
Et puis bon, voilà, il y a plein de gauchers. Je suis gauchère, alors moi j'ai coché toutes les différences. C'est terrible, puisque j'ai été dyslexique aussi. Donc, ça fait, voilà, c'était un peu tout. Bon, il y avait champion olympique aussi, donc j'ai coché. Non, je plaisante, mais euh, c'est vrai que ces différences, aujourd'hui, personne ne viendrait à l'esprit de dire oh, mon Dieu, il est gaucher, oh, ben là, il faut vite. Bon, ce qui était le cas à votre époque. Je pense dans les générations futures, on dira pas, ah, mon Dieu, c'est quoi? C'est une femme, c'est un homme, c'est ainsi de suite. Voilà. On saura, ce sera acculturé qu'il y a des gens qui sont dans un spectre, qui ne sont pas complètement binaires et qu'elles demandent juste à vivre, elles demandent rien de spécial qu'à vivre une vie complètement normale. Voilà pour la transidentité. Moi, je suis convaincu j'ai toujours vécu, pourtant, j'ai été champion du monde, j'ai été champion olympique, j'ai eu une vie heureuse, j'ai une grande ferme, piscine, jacuzzi, des chevaux. J'avais réussi toute ma vie, j'étais ingénieur, j'étais directeur technique d'une société informatique, ingénieur informatique. Donc voilà, grosso modo, on peut dire j'ai une vie assez réussie. Président déjà du CREPS, de plein de choses, d'une ONG. Bon, bref, il fallait par contre surtout que je sois en suractivité parce que dès que j'étais seul, je devenais seul. C'est-à-dire que la transidentité venait me percuter ultra violemment dès que je me retrouvais seul. Donc, je profitais de ces voyages où j'étais seul, je me travestissais, je devenais une femme, et là, je comprenais pas comment on pouvait ressentir autant de bien-être, de soulagement dans quelque chose qui m'était interdit. Donc, c'était pas une excitation. On n'est pas dans une démonstration sexuelle ou des travestis qui se travestissent sexuellement parce qu'ils ont des comportements homosexuels ou des comportements sexualisés différents. Voilà, ce sont des comportements de transvestissement liés à la sexualité. Mais strictement rien à voir avec la transidentité. C'est alors à l'opposé complet. Donc, là, on est dans une forme d'expression de genre reliée à une sexualité. Voilà, c'est vraiment l'extrême de l'expression de genre. Et on en trouve, hein, on en trouve. Le problème, c'est qu'à l'époque, quand vous vouliez vivre vos vies de femmes, on était obligé de se travestir, de se cacher. Donc finalement, on se finissait par se retrouver dans ces mêmes endroits, parfois un peu glauques, des bars ou des choses comme ça, lesquelles il pouvait y avoir. Moi, j'ai pas trop traîné dans ces endroits-là parce que je m'y ressentais pas du tout à l'aise. Moi, le côté sexuel m'intéressait absolument pas. Il fallait juste que je vive femme. De très vite de ces bars, je suis allé dans les supermarchés faire mes courses. Je suis allé prendre le train, le métro, voilà, la vraie vie. Et c'est là que je me suis senti à l'aise. Et je trouvais assez d'ailleurs dommage que les personnes transgenres ne puissent pas vivre ou expérimenter cette vie-là. Aussi, avec ma coiffeuse, on faisait des réunions tupperware, entre guillemets, hein, au sein de salons de coiffure pour que les personnes transgenres qui étaient avant transition ou pendant transition puissent se sentir vivre une vie normale, classique. Ça va le devenir de plus en plus, mais c'est vrai qu'il y a encore 10 ans, c'était compliqué. Voilà. Je vois que le temps file. Françoise, est-ce que je parle du sport tout de suite ou est-ce que d'abord on pose des questions? Alors, je ne sais pas trop. Moi, j'ai lu ton livre, je sais pas mal de choses, donc tu expliques bien donc ton parcours et je t'en remercie parce que vraiment tu as dit des choses. Bon, ce que tu n'as pas dit et que je peux dire, c'est que tu avais femme et enfant et que tu avais quand même donc été au bout de plein de choses puisque tu étais un homme, donc comme on l'a dit tout à l'heure, champion olympique, marié avec 2 enfants, mais qui allait faire ses courses quand elle pouvait, en petite jupette, voilà. Avec la transition. Et des facteurs qui ne diminuent pas. Typiquement, la taille ne diminue pas excessivement peu. Longueur d'un bras ne diminue pas. Par contre, la masse musculaire va être modifiée. Pas tant la masse elle-même musculaire, mais la capacité du muscle à pouvoir interagir va être modifiée. Le taux d'hématocrite dans le sang, c'est-à-dire le nombre de globules rouges qui transportent notamment les messagers, qui transportent l'oxygène dans les muscles, va chuter totalement. C'est-à-dire que, d'ailleurs, je me suis fait peur, hein, puisque au départ, je prenais des prises de sang, et ainsi de suite. Puis à la monothérapie, donc je prenais des prises de sang tous les deux mois, le taux d'hématocrite a chuté
Mais comme je n'étais pas encore officiellement une femme, j'étais encore dans les critères des hommes. Et mon barème a commencé à diminuer, passer en dessous de la limite minimum des hommes. Et là, j'ai commencé à m'inquiéter au niveau des médecins qui me suivaient. Ils m'ont dit, mais non, mais ça, c'est tout à fait normal. Tu es dans un taux de femme. Et effectivement, dès que j'ai basculé d'identité à femme, je me suis retrouvé dans un seuil normal de femme. Voilà. Donc, mais sauf que vous avez un taux d'hématocrite qui n'est plus du tout en relation avec un corps que vous avez, une capacité de bouger que vous avez. Donc, si vous avez un bras qui est plus long et que vous n'avez pas le muscle pour le bouger, c'est pas un avantage. Ce qui est un avantage, c'est un équilibre. C'est-à-dire, il faut la bonne longueur avec le bon muscle. On sait que le sport au niveau, c'est pas les plus grands et les plus forts qui gagnent. On sait que c'est quelque chose, un équilibre instable, qui est difficile à tenir. D'ailleurs, comme dans une boule et que vous mettez une bille au-dessus de la boule, il faut pas qu'elle tombe. Donc, c'est ça qui fait la beauté du sport, c'est que cette instabilité est telle que des facteurs minimes peuvent vraiment dévier et vous n'êtes pas à 100% de vos capacités. Puis il y a des jours où vous êtes à 100%, vous avez la bille en haut et vous gagnez les Jeux Olympiques et vous avez même l'impression que c'est facile. Donc, cet équilibre qui est très instable, lorsque vous faites une transition, vous cassez mais complètement ce qui tient la boule. Et donc, vous avez des équilibres très forts. Mais si le facteur de performance principal, c'est la taille, par exemple, eh bien, vous n'allez pas être forcément désavantagé. On a eu le cas d'une volleyeuse brésilienne qui jouait en National 1 chez les hommes, qui était grand, qui était très grand, parmi les grands chez les hommes, et qui a fait une transition et qui s'est retrouvée la plus grande du monde chez les volleyeuses. Et donc, comme elle avait quand même une impulsion qui avait diminué, mais qui était restée quand même assez stable, enfin assez prégnante, et bien, dès qu'elle se matchait, aucune femme pouvait la contrer. Aucune. Et donc, ça a été mis en épingle. Effectivement, là, on rencontre un cas d'une personne qui se retrouve avec un facteur de performance qui n'a pas diminué dans un sport dans lequel c'est prépondérant. Voilà. Mais si vous prenez un nageur, si vous prenez un nageur synchronisé, puisqu'aujourd'hui, aux Jeux Olympiques, vous avez la natation synchronisée, il y a des hommes à la natation synchronisée. Et si cette personne-là, elle fait une transition, elle va pas être avantagée chez les femmes, hein, parce que la souplesse, ça va pas du tout être la même. Il y a plein de facteurs dans lesquels les os étant plus lourds, elle va avoir tendance à couler et pas rester à la surface. Donc voilà. Bon. Donc ce qui fait que il en résulte que sport par sport, il faut faire l'étude des facteurs de performance. Si dans ces facteurs de performance, l'hormonothérapie, dans un sens, c'est-à-dire suppression de la testostérone, plus prise d'œstrogène, vous passez d'une masse grasse de 7% à 30-35%. Vous faites le même sport avec un sac à dos. D'accord? Les équilibres, les réflexes au départ, moi j'avais mon cerveau qui était resté dans l'éveil de la vitesse dans laquelle ça se faisait et tout se faisait beaucoup plus lentement. Donc j'avais une disjonction complète avec des erreurs de gestes, des erreurs d'appréciation liées à cette problématique-là. Et qui est complètement à l'envers de ce que peut faire le haut niveau. Les taux de testostérone, quand on entend les taux, une personne qui a fait une transition, elle a des taux très élevés. Tout ça, c'est du fake. Tout ça, c'est faux, complètement faux. Aujourd'hui, moi-même, j'ai un taux de testostérone qui est inférieur aux femmes, puisque moi, les ovaires produisent de la testostérone. Moi, je n'ai pas d'ovaires, donc je ne produis pas de testostérone. Donc, moi, mes taux de testostérone sont pas à 5, à 2, à 5, à 10, comme on dit. Moi, c'est à 0,0 quelque chose. Une femme trans qui est à 5 à 10 nanomoles par litre, c'est qu'elle fait pas sa transition, c'est pas possible. Ou alors elle prend pas les médicaments qu'il faut, mais elle n'aura pas les effets qui permettent d'être en adéquation avec ce que l'on veut. Toutes les personnes qui font une vraie transition sont dans des taux entre 0 et 2. Voilà, ça c'est très très clair. Et les femmes sont plutôt entre 1 et 5.
Donc, il y a une phase Alors, pas du tout. C'est un fake total. En boxe des femmes, si genre ont failli être, alors pas du tout. Euh, les boxeuses étaient intersexuées, n'étaient pas du tout, transgenres. Voilà. Donc ça a été dit évidemment par Trump et compagnie, mais les boxeuses étaient intersexes. Mais ce sont des personnes qui sont nées femmes. Voilà. Usain Bolt ou Mike Tyson, personne n'a dit Mike Tyson a massacré tout le monde. Personne n'a dit il est monstrueux, il faut qu'on le sorte parce qu'il va tuer des gens. Non, non, tout le monde a applaudi. Euh, euh, voilà. Par contre, une femme doit rester faible. Voilà. Il n'est pas possible pour une femme de rester faible, d'être forte. Voilà. Quand Serena Williams a commencé à taper comme une sourde avec des services à 200 km à l'heure, tout le monde a dit mais c'est pas une femme. Vous voyez? Et donc, qui c'est qui fait perdurer cette image-là? Ben, c'est les masculinistes qui veulent surtout pas que les femmes deviennent supérieures à l'homme. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a des sports dans lesquels les ultra-trails, dans les cycles biologiques, dans les cycles pour créer l'énergie nécessaire aux muscles, hein, il y a différents cycles, aérobie, enfin voilà, il y a toute une théorie là-dessus, enfin pas une théorie, il y a une réalité là-dessus. Et puis, il y a un cycle dans lequel la testostérone va permettre de dégrader plus rapidement les sucres en glycogène pour les muscles. Mais il y a une partie du temps où, à force, c'est les œstrogènes qui marchent le mieux. Donc, si une femme, dans un ultra-trail, elle arrive à résister face aux hommes sur les 3/4 du parcours, alors elle sera avantagée sur la fin et elle pourra potentiellement les dépasser et gagner. Et d'ailleurs, dans les marathons, on voit souvent que ce sont des femmes qui, à la fin, doublent des hommes. Au départ, les hommes doublent toutes les femmes, et à la fin, c'est les femmes qui doublent des hommes. Voilà. Donc, aujourd'hui, de dire qu'une femme est faible, c'est ce qu'on disait des femmes quand on leur disait, mais il faut surtout pas qu'elles fassent du sport, parce que d'abord, ça les pénalise, elles vont plus pouvoir infanter, enfin, leur rôle dans la société va être complètement coupé, donc il faut pas qu'elles dépassent 700 mètres de course à pied, puis ce sont des folles, et puis c'est pas des vraies femmes, et puis, donc, aujourd'hui, on en rigole, mais c'était ce qui était écrit par des spécialistes, par des gens qui donnaient ça comme des vérités scientifiques. Bon, on voit que tout ça est complètement faux, que le développement de la femme, justement, est passé par le sport, mais perdure cette idée que la femme est faible. Alors oui, il y a un pourcentage dans lequel, depuis 30 ans, tous les records du monde, les performances, les meilleures performances mondiales, font que les femmes sont entre 5 et 20% des hommes. Voilà. C'est-à-dire que les meilleures femmes n'arrivent pas aux performances des mêmes hommes. Et c'est scientifiquement prouvé par plein d'études qui montrent pourquoi. Parce que l'équilibre d'un homme, avec les impulsions, vont montrer des muscles plus costauds, avec des bras plus longs, avec des taux d'hématocrite qui permettent de gérer toute cette physiologie. Et ça finit par faire des êtres qui sont physiquement plus costauds. Faut-il encore qu'ils aient la technique? Parce que quand il y a des sports dont la technicité est le facteur de performance principal, là, ça s'efface. Vous prenez en équitation, voilà, les hommes concourent avec les femmes. L'automobile, là, c'est un secteur qui est compliqué. Les femmes font aussi bien que les hommes. Mais on ne met pas de femmes dans les bacs. Parce que c'est un sport de mecs, c'est regardé par des mecs, donc on ne considère pas que les femmes ont leur droit de faire ça. On peut se dire, mais comment c'est possible? Aujourd'hui, il faut savoir que les grandes écuries, le financement des grandes écuries, ce sont des pays dans lesquels la femme n'a pas droit à la parole. Hein. Voilà. Donc, on sait aussi pourquoi il y a ces volontés de casser le foot, évidemment. Voilà. Moi, j'ai joué des matchs de gala avec Papin à l'époque, comme les filles de l'équipe de France de foot. Alors, la puissance des tirs, effectivement, n'est pas la même, indéniablement. La puissance de vitesse n'est pas la même. Mais quand vous regardez les filles jouer, vous apercevez que parfois, c'est quand même beaucoup plus technique. Et qu'elles arrivent à faire des choses que ne savent pas faire les garçons, moins bien faire les garçons.
le jeu ne va pas être le même. Que vous soyez en handball, vous regardez les hommes, le jeu des filles, ça ne va pas être le même. C'est pour ça que quand je dis qu'il faut conserver la catégorie féminine, c'est vraiment très important. Mais une personne transgenre là-dedans. D'abord, une personne transgenre, une femme transgenre, ce n'est pas un homme. C'est une femme qui a un cerveau de femme, qui a eu ces impulsions de testostérone qui lui ont fabriqué un corps qui était adapté aux équilibres d'un homme, qui a été complètement défait au niveau des équilibres et qui se retrouve dans un mix un peu compliqué. Donc c'est un raccourci de dire que c'est un homme. Alors déjà, le dire, c'est déjà une insulte, mais en plus, l'image est fausse. Il y a tout qui est faux là-dedans. D'accord? Une fois que la personne a fait une transition, on est bien d'accord. Si la personne n'a pas fait de transition hormonée, elle va conserver les avantages, ça indéniablement. Mais maintenant, la question que l'on veut se poser, c'est pas la potentialité de supériorité. Parce que là, on est dans l'imaginaire. C'est la réalité. La réalité, il faut la mesurer le jour de la compétition. Si le jour de la compétition, effectivement, on s'aperçoit qu'il y a une supériorité, alors on peut trancher sur les choses. Mais vous prenez Marie-Josée Pérec, par exemple. D'accord, Marie-Josée Pérec, elle a démarré, elle a fait toute une émission là-dessus. Elle courait dans les séances de gym. Et sa prof qui connaissait ses parents, on fait les chronos. Et puis, le chrono, il donne un temps. La prof de gym, bon, je me suis dit, c'est juste pas possible. C'est dans aucun barème. Donc, je la fais recourir. Elle veut pas recourir. Marie-Josée, elle n'aime pas courir. Elle veut recourir. Sa mère... la prof de gym dit que je mets ta mère, machin, les trucs. Enfin bon, elle finit par recourir toute seule. La prof, elle prend le chrono, elle regarde le même chrono. Elle s'est dit, là, il y a un problème. Donc, elle inscrit, elle va voir les parents et ça, ils arrivent à l'inscrire c'est elle qui le raconte, hein, à l'UNSS. Elle fait un petit concours du UNSS, elle est devant les garçons. Donc, il invite au championnat de France. Elle n'a jamais fait d'athlétisme de sa vie. Hein. Elle ne sait même pas qu'il ne faut pas marcher sur la ligne. D'accord? Elle explose le record de France. Là-dessus, tout de suite, ils l'inscrivent dans un club. Alors, elle repart en Guadeloupe. Elle revient au championnat de France, record de France UNSS. Elle revient au championnat de France de la Fédération d'athlétisme. Et là, elle explose tous les records. Elle n'a jamais fait un entraînement plus pendant 2-3 mois. Donc là, évidemment, les entraîneurs s'en emparent, ainsi de suite. Et puis, à force de beaucoup de travail, beaucoup de machins, ça devient Marie-Josée Pérec, double championne, triple championne olympique et compagnie, ainsi de suite. Mais elle n'a rien choisi. Elle est née comme ça. Elle est née comme ça. Elle n'a rien choisi. Vous prenez Alba Diouf. Alba Diouf, qui fait les mêmes, qui est une personne transgenre, qui fait aujourd'hui, qui a été refusée donc pour pouvoir participer, qui a été interdite, pardon. Les temps qu'elle fait, elle est à 2 secondes de Marie-Josée Pérec. Alors aujourd'hui, le sprint français est malade. Donc elle fait partie des meilleures françaises. Mais elle est à 2 secondes, c'est un truc monstrueux. 2 secondes en athlète à cette vitesse-là, elle est à 2 secondes de Marie-Josée Pérec. Donc, quand une femme transgenre ne fait pas mieux qu'une femme cisgenre, qu'est-ce qui dit qu'il y a un avantage? Qu'est-ce qui dit que c'est injuste? Est-ce que Marie-Josée Pérec a choisi de naître telle qu'elle est? Non. Moi, dans le canoë-kayak, je n'ai pas choisi de naître dans un sport. Enfin, j'ai choisi le sport, mais parce que ça m'allait bien. Je suis devenu champion olympique de ce sport-là. Mais si vous me mettiez un ballon dans les mains, c'est une catastrophe. Marie-Josée Pérec avec un ballon dans les mains, ça va être une catastrophe. Donc, on est bon pour un certain sport, on est doué pour une certaine chose, mais ça, vous ne le choisissez pas. Ce sont des acquis. Il faut les travailler. Mais quand une personne transgenre, qui n'a pas de facteur de performance au-delà de ce qu'on rencontre naturellement chez les filles cisgenres. On va dire oui, mais comme quand elle était un homme, elle était à la Xème place mondiale, maintenant elle est beaucoup mieux, donc c'est injuste. Mais elle n'a pas choisi d'être comme ça. On ne choisit pas d'être transgenre, on ne choisit pas d'être dans les caractéristiques des meilleurs. Quelqu'un qui est dopé, une femme qui est dopée, à testostérone, hein, pendant 10 ans, les Allemands de l'Est de l'époque. Elle se fait attraper. Elle fait 2 ans de dopage, 2 ans d'arrêt pour dopage. Elle revient. Elle a tous les droits. Elle a purgé sa peine. Et les acquis? Ah non, mais là, on ne les calcule pas.
Mais si vous êtes une femme transgenre, là, on regarde votre passé, par contre. Donc, il n'y a pas d'équité, il n'y a pas d'égalité de traitement. Déjà, il n'y a pas d'égalité de traitement. Mais au fond de tout ça, quand vous regardez qui c'est qui pousse à cette discrimination, c'est Trump qui combat la transidentité, non pas, il n'a rien à foutre des trans, c'est parce que son copain Elon Musk avait une fille trans qu'il avait déshéritée parce qu'il est complètement fou, que c'était un support et que les trans, c'est un degré de liberté. C'est-à-dire que, comme le monde LGBT au sens large, c'est ce monde de la liberté. Laissez-moi être comme je suis. Mais tous les régimes autoritaires, ils ne veulent pas la liberté. Ils veulent contraindre les personnes à être ce qu'on leur demande d'être. Et donc, pour combattre la liberté, il faut combattre les LGBT. C'est la raison pour laquelle les Poutine, les Trump, les dictatures africaines et compagnie essayent de bloquer, c'est bloquer la liberté des personnes. Mais toutes, pas que les LGBT. Mais en tapant là-dessus, on tape sur les libertés et on contraint les personnes à réduire leur système de pensée. Voilà. Donc, dans le sport, si on veut résumer ça, il faut d'abord découper sport par sport, regarder les facteurs de performance, analyser les meilleures féminines sur ces facteurs de performance, et si une personne transgenre, elle ne dépasse pas ces limites-là, eh bien, elle est comme les autres. Voilà. Donc, nos conclusions, ce sont des préconisations au sein des fédérations, de dire étudier ces affaires-là. Il faut que dans le loisir, évidemment, il y ait la plus forte inclusion, puisqu'on sait que le sport, c'est le développement de l'être humain, et parce que vous êtes gaucher ou parce que vous êtes pour X raisons différentes, on va vous interdire. Non, voilà. Donc, le sport a des valeurs qui sont reconnues dans la loi française, notamment. Hein, la loi française défend les valeurs universelles du sport et l'inclusion totale du sport. Et il n'est pas aux personnes trans à prouver qu'elles sont pas supérieures. C'est aux personnes qui veulent discriminer à prouver qu'elles ont un avantage. Or, on le sait, en interdisant les femmes trans de participer, on n'a pas de données. Toutes les études que les anti-trans amènent, c'est des études qui ont été faites sur 5-10 personnes trans, prises dans des contextes complètement orientés vers la discrimination et qui n'ont aucune valeur réelle. Quand vous dites que vous avez un bras qui est trop plus long en moyenne, on sait très bien que la performance, c'est pas ça. Voilà.